Bien, on va revenir en tout cas en quelques mots encore sur la RDC où on parlait de cette manifestation des pro-Kabila qui sont descendus dans les rues par milliers à Kinshasa. Vivien Toumi. Oui, en fait, je voulais ajouter que les opposants en Afrique, quand ils savent qu'ils veulent devenir président, ils acceptent des accords, des fois, qui les prennent finalement en étau. Le problème, c'est que les termes de l'accord ne sont pas, des fois, très bien ficelés. Et c'est souvent à l'avantage de celui qui est plus puissant, celui qui est au pouvoir. Malheureusement, quand vous venez effectivement aux affaires, les tests que vous avez eu à signer vont vous tirer vers l'arrière parce que l'autre camp ne veut pas perdre aussi des avantages. Et je voudrais aussi souligner que le problème pour beaucoup de dirigeants africains, c'est on n'arrive pas à convaincre ceux qui sont au pouvoir de pouvoir s'éclipser sans grand problème. C'est-à-dire que mettre les dirigeants actuels en confiance pour qu'on puisse effectivement libérer le plancher, comme on le dit. Si Kabila avait l'assurance que ses intérêts, les intérêts de son clan ou de son groupe ne seront pas bafoués tout de suite par le nouveau président, Kabila pouvait effectivement s'éclipser un peu. On a remarqué la même chose dans beaucoup d'autres pays. Donc, il est très important aujourd'hui, que l'opposition ou les oppositions essaient de rassurer ceux qui sont au pouvoir. Quand nous allons venir, ce n'est pas la chasse aux sorcières. Nous sommes tous les fils du même pays. Nous allons travailler ensemble. Et que aussi ceux qui sont au pouvoir puissent lâcher quand même les nouveaux dirigeants pour qu'ils puissent diriger. Parce qu'aujourd'hui, Kabila est en train de tirer les ficelles et on voit des manifestations à compte courant. Ça ne se comprend pas. Dans un même parti ou dans une coalition au pouvoir, on ne peut pas encore manifester contre le pouvoir. Ça ne s'explique pas tellement et il est très important que les politiciens fassent attention en signant des accords, sur tous les termes des accords. Mais il y a un aspect, à mon avis, de la situation qui n'est pas forcément factuel, qu'on saurait quand même prendre en compte dans ces analyses-là, dans la mesure où aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui ose faire, et par sa poursuite, tout ce qui fait forcément médiatiser, et donc on oublie carrément ce que font peut-être l'autre camp dans l'ombre. Puisque si nous prenons la répression contre ces militants, je ne pense pas que Kabila aurait donné l'ordre à ce qu'on vienne donc mater ces militants qui désireraient manifester. Donc ça veut dire quelque part également que c'est vrai que c'est peu dit, c'est pas assez médiatisé, donc on ne voit pas réellement. Donc quelque part, est-ce que ce ne sont pas quand même l'autre côté qui a premièrement fauté, qui lui a donné, disons, de bomber le torse et de pouvoir prendre le devant sur le président? Donc il faudrait de toutes les façons, à partir du moment où vous avez fauté, il faudrait quand même que je prenne mes responsabilités pour d'abord gagner. Sauf que ces responsabilités-là sont les bienvenues dans la mesure où aujourd'hui, il a besoin également de pouvoir tenir, comme je le disais entre-temps, dans son programme de société, mais également de pouvoir donc converger vers lui les regards de ces milliers, 80% de la, disons, 80 millions de la population RDC, c'est assez énorme. Il faudrait quand même qu'il puisse avoir les manettes assez fortes. Montrer qu'il a le nouveau capitaine. S'il revenait pour qu'il ne passe plus, ça ressemble un peu à une situation dans un pays de l'Afrique de l'Ouest également, pour qu'il revienne quand même en force et ne plus tenir dans ses engagements. Mais quand vous regardez même, ce serait, je le disais tantôt, il serait très compliqué pour Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il est placé comme une marionnette, puisque le vrai dirigeant... C'est ce qu'il lui refuse. C'est ce qu'il refuse. Il veut s'assumer maintenant. Justement, il veut s'affirmer, il veut s'assumer. Et quand la presse dit ça, ça l'énerve. Oui, le camp adverse même essaie même de considérer comme si c'est eux qui doivent dicter la règle du jeu au gars. Et actuellement, il sait que c'est vrai, ce dont on lui colle comme marionnette n'est pas faux. Il a de la peine à prendre. C'est pour ça qu'il lutte pour s'imposer. Il n'arrive pas. C'est le défi de chaque nouveau dirigeant. Quand tu viens au pouvoir, tu prends un temps pour observer, mais après tu t'imposes. Ça s'est passé un peu partout, que ce soit au Bénin, au Togo ou ailleurs en Afrique. Tu prends le temps pour observer un peu ce qu'il y a, l'existant.
Et puis après, joues le jeu, tu t'imposes comme On capitaine. risque même de revenir à la carte de départ. Ce qui s'était passé avant l'organisation de ces élections, on risque d'en rester là. C'est pas possible parce non, que c'est pas la même situation parce que le Tshisekedi a eu quand même à gouverner le pays pendant un moment et quand tu viens, la posture que tu avais dans l'opposition, quand tu gouvernes, forcément tu auras des alliés qui sont avec toi, qui te permettent réellement de prendre des décisions. Puis entre-temps, il pouvait avoir peur puisque Kabila maîtrisait carrément les lois de défense, de sécurité, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Le gaz, petit à petit, les mécontents de grappille des pans que vous faire ralliement au niveau de la Senko et puis de Faïlou. Oui. Et ça peut créer une psychose au niveau de Moi, je pense que tout ce que M. Tshisekedi doit faire aussi, c'est s'imposer réellement, mais faire observer également les procédures administratives. Parce que le président de la République ne signe pas directement un papier pour envoyer à la télévision. C'est pourquoi je dis il faut quand même que ça passe par les circuits au niveau de l'administration. Parfois, certaines prises de décision au niveau gouvernemental, au niveau de... En même temps, est-ce que c'est à lui seul qu'on peut faire ce reproche? Vous vous rappelez l'ancien ministre de la Justice qui est du camp Kabila, qui se permet d'envoyer des exposés de motifs au Parlement sur un projet de loi sans que le président ne soit au courant. C'est des incongruités. Il ne fallait pas accepter des situations comme ça. C'est pourquoi on dit la roue de l'histoire, ça tourne. Ce que tu fais aujourd'hui, ça te rattrape demain. Et hier, c'est eux qui le faisaient. Aujourd'hui, c'est le clan Segedi qui le fait. Maintenant, qui a fauté? C'est le laisser-passer là qui est en train de peut-être donner de l'entorse à la gouvernance de Tshisekedi. Alors maintenant, est-ce que tout cela ne montre pas aussi que la coalition a du plomb dans l'aile et il vaut mieux se séparer pour aller plutôt à une cohabitation? C'est compliqué. Vous savez, en signant l'accord avec Kabila, M. Tshisekedi savait tous les problèmes qu'il aura. Oui. Il le savait. Mais il ne pouvait rien. Parce que certains trouvent que ce n'est pas lui qui a gagné. Si on prend le cas de l'Église catholique a été vraiment catégorique là-dessus. Ben, en même temps, voilà ceux qui sont au pouvoir qui te disent, ben, nous allons quand même t'aider, nous allons te reconnaître, nous allons te supporter, il suffit qu'on signe un accord pour qu'on s'entende sur le minimum. Donc, il s'est dit, vous savez, son père Étienne Tshisekedi a passé des décennies dans l'opposition, il est mort en tant qu'opposant, et il s'est dit, mais attention, je ne vais pas aussi suivre le même modèle, le même exemple, il faudrait que on arrive quand même une fois à mettre en pratique tout ce que nous avons prévu comme plan ou bien comme programme politique pour le pays. Donc, Tshisekedi savait très bien. Mais il se dit, bon, avec le temps, il va pouvoir s'imposer. Et c'est ce que les kabylistes ont compris et ils ne veulent pas le lâcher. Parce que mais tout ce est révélateur un peu de la précipitation dans laquelle cet accord a été aussi signé. On n'a pas pris le temps de mieux se connaître. Cette cohabitation dont vous venez de parler normalement. Ça, c'est le propre, le propre des régimes en place. Dans un pays, ils devaient donc prendre des accords avec d'autres coalitions, la rappeler pour venir donc signer rapidement ces choses. Donc, non, en fait, il y avait une situation qu'il fallait sauver. On ne pouvait pas attendre éternellement pour... parce que le fauteuil ne pouvait pas rester comme ça. Dans les... Voilà, donc il fallait trouver une solution. Bien, notre deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Le PDCI, poids lourd de l'opposition ivoirienne, a souhaité jeudi 23 juillet un report de la présidentielle d'octobre afin d'ouvrir des négociations pour la mise en place d'une commission électorale crédible. Appel lancé à 2 jours de l'investiture de son candidat, l'ancien président Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans, pour la paix, la stabilité, la crédibilité du processus électoral. Si nous devons repousser légèrement la date, nous n'y verrons pas d'inconvénient. L'essentiel, c'est que nous garantissions un scrutin crédible, a déclaré donc le chargé de la communication du parti, Jean-Louis Billon. Normalement, comme Imayaba, la Côte d'Ivoire doit voter le 31 octobre. Oui. Là, tout est en train d'être mis en place pour que la date soit tenue, mais il y a beaucoup de questions sous-jacentes, notamment celles liées à la CEI, qui est un peu déséquilibrée en faveur du pouvoir et qu'il faut régler. Oui, il y a toute une panoplie de situations qu'il faut régler d'abord avant d'aller à ces élections. Aujourd'hui, même vous regardez dans le clan de PDC qui est en train de peut-être ne pas faire bon ménage parce qu'ils sont en train de s'en prendre. D'aucuns, Billon dit il est intéressant si on reportait les élections, ce ne serait pas mauvais. Et
et l'autre, le chargé, c'est pas le chargé, Le secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif du lui dit PDCI. non que il faut lui, et soit c'est le président du PDCI ou c'est lui qui peut peut-être donner une déclaration officielle de ce genre, que la déclaration de Billon n'engage que Billon. Ça veut dire déjà que vous voyez déjà ouvertement qu'au niveau de PDCI, RHDP, il y a déjà du plomb dans l'aile. Il y a déjà une situation qui n'est pas favorable. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'aménagements qu'il faut, réaménagements qu'il faut faire avant d'aller à ce scrutin. Parce que quand ça commence comme ça, je crois que demain, nous connaissons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien n'est pas comme les autres peuples. Il s'agit d'élections, il s'agit de réclamer une victoire, il s'agit de la transparence des élections et qu'on sort gagnant quelqu'un qui ne devait pas l'être, on décide d'assister à beaucoup de situations que nous avons connues de par le passé, notamment en 2010 avec... où quelqu'un a de proclamer les résultats, un autre vient arracher les papiers. Je crois qu'il faut faire bon ménage au sein de au niveau de l'organisation avant qu'on ne puisse mettre toutes les structures en place qui ne soient pas critiquées, qui ne soient pas taxées de tous les mots, et afin que chacun puisse se retrouver dans cette organisation-là pour qu'on puisse organiser dignement et puis de façon transparente ces élections. Mais un report, le PDCI dit nous sommes favorables à un léger report. Mais combien de temps il faut pour régler ces questions? On reporte jusqu'à quand? Au niveau du PDCI, effectivement, comme l'a souligné tout à l'heure Komi, c'est qu'il y a deux voies aujourd'hui, parce que le responsable de la communication, M. Billon, a fait ses déclarations hier, et le secrétaire exécutif du PDCI est revenu là-dessus. Il dit qu'il n'a pas le droit de faire cette déclaration. Lui, il a même ajouté que le PDCI était prêt à n'importe quel moment pour aller aux élections, même si c'est avant la date prévue. Et il a précisé que c'est lui seul, en tant que secrétaire exécutif, et le président du parti, c'est les deux personnalités qui ont le droit de demander un report. Donc que ce que M. Billon avait fait comme déclaration n'engageait plus le parti, mais n'engageait que sa personne. Mais quand on revient sur effectivement le processus électoral, il faut comprendre que c'est M. Denkodio Paix à son âme qui disait que pour organiser des élections, il ne suffit pas de se presser. Vaut mieux prendre le temps qu'il faut et faire de bonnes élections. Parce que si vous voulez aller dans la précipitation, vous pouvez faire des élections bâclées. C'est en cela qu'il faudrait étudier effectivement cette déclaration du chargé de communication, du responsable de la communication du PDCI, pour voir est-ce que réellement nous sommes prêts. Et en principe, au niveau de M. Ouattara, du RHDP, on n'est pas prêt, puisque déjà, le candidat qui a été annoncé est malheureusement décédé. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut faire. Et aujourd'hui, il y a des députés qui demandent que M. Ouattara revienne. Et la déclaration du chargé de communication du PDCI dit pour la réconciliation et pour donner une chance à des élections transparentes, démocratiques, et crédibles, il faudrait prendre du temps. Alors, on ne comprend pas pourquoi le parti ne parle pas d'une seule voix d'abord, mais en même temps aussi, si c'est une proposition qui tient la route, pourquoi ne pas l'examiner? Est-ce que quelqu'un oblige la Côte d'Ivoire à organiser les élections en octobre? Non, je pense que le peuple est souverain. Et les institutions sont là pour statuer sur le problème. Si on voit que ce n'est pas prêt, alors on peut effectivement prendre quelques mois. Pourquoi pas faire les élections en 2021? Ça ne gêne pas. Mais prendre le temps de faire des élections qui ne vont pas encore créer des problèmes et il y aura encore des pertes en vies humaines, comme ce fut le cas avec l'élection entre les Tchadiens Gbagbo et puis Ouattara. Et on sait ce que ça a causé à la Côte d'Ivoire, mais en même temps aussi à la CEDEAO, à la sous-région, parce que ça a eu des impacts effectivement sur notre sous-région. Et il est très important aujourd'hui d'étudier cette proposition de Billon. Est-ce que vous pensez que c'est une option qu'il faut saisir aujourd'hui? Oui, vous savez, quand on parle d'élections avec leur date, je pense qu'il y a les tests. C'est notre constitutionnel. Voilà, mais il y a aussi l'environnement. Parce que je pense qu'il faut savoir tirer les leçons du passé politique de chaque pays. Et ça, moi, j'ai fait la comparaison avec ce qu'on a eu au Mali, qui a conduit à cela aujourd'hui. On aurait pu économiser beaucoup de choses, l'arrestation, si
évidemment, Ibeka avait pris en compte l'environnement en son temps et ne tenait pas compte fondamentalement des tests ou carrément du dialogue qui imposait l'organisation des élections. Des législatives. Des législatives. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai que Toumi l'a dit tantôt que lorsque nous prenons le RHDP qui n'est pas aussi prêt, mais n'oubliez pas également que le parti du PDC aussi n'est pas également prêt. Ouais. Parce que, vous voyez, en son sein... Ils se disent prêts. Hein. Non, en son sein, d'abord, il ne fait même pas l'unanimité. Voilà. D'abord, sa candidature même est critiquée. Et pour ne pas heurter certaines sensibilités, les gens estiment que, d'abord, c'est un passage en force. C'est un passage en force. Mais ce qui me plaît de la politique ivoirienne, c'est que il y a des gens qui arrivent, quel que soit le fait que vous soyez le meneur, vous soyez le leader, etc. Il y a des gens quand même qui vous tiennent tête. Et ce que des frondeurs. Voilà, qui vous disent que voilà ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'acceptez pas qu'on fasse les élections, on les appelle les élections... Les primaires. Les primaires, oui. Et que vous désirez que vous passez, que ça ne passera pas. Ça vous a dit quelque part que si le PDCI... Mais il y a un congrès. Il y a un congrès éclaté samedi prochain. Oui. Voilà. Donc, il sera désigné. Voilà. Bon, sincèrement. Il n'y a pas d'adversaire en face. Ouais, non, mais de toutes les façons, le schéma que posent un peu les frondeurs, il faudrait qu'il le respecte, même s'il a la majorité ou carrément le passage ou sa candidature ne souffre d'aucune ambiguïté parce que il a la majorité quand même pour représenter le parti. Mais au même moment, moi, je pense que Alassane Ouattara doit d'abord accepter qu'on puisse reformer puisque la question de la CEI ne date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'on a nommé ses membres et directement les divergences des points de vue ont commencé sur cette série-là. Et n'oubliez pas, ce sont ces points de clivage-là qui ont conduit à la crise qu'on a connue en 2011-2012 de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, je pense que quand nous prenons un peu ces facteurs-là qui sont toujours d'actualité, avec les facteurs d'insécurité au jour d'aujourd'hui non résolus, parce que personne n'a réclamé l'attentat qu'il y a eu dernièrement. Et ça inquiète énormément. On se dit, est-ce que c'est au sein de l'armée ivoirienne? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Ouais. Et ça inquiète énormément. Et lorsqu'on prend cet environnement-là, je pense que mieux vaut prendre le temps d'organiser des élections. Mais le temps, jusqu'à quand? C'est ça la question. Non, ils vont le définir. Je pense que parce que dans la Constitution ivoirienne, j'ai encore lu l'article hier, c'est que l'élection est organisée le dernier samedi du mois d'octobre. Oui. Ce qui tombe naturellement 31 octobre prochain. Vous prenez le Bénin aussi. Et il y a 5 ans pour se préparer à ça. On ne résout pas les problèmes en ces 5 ans-là. On attend quand il reste 6 mois. C'est un peu la donne dans la plupart des pays africains pour poser les problèmes et on veut qu'on les résolve. Oui, et puis les critiques aussi qui sont professées contre ceux qui dirigent le pays, surtout lorsqu'on prend Alassane Ouattara, qui veut, à part lui-même ou son dauphin, etc., on leur interprète la manière de pouvoir. On dit souvent qu'il prolonge un peu les dates pour peut-être mieux frauder, etc. Donc c'est la population elle-même qui se révolte contre le fait qu'on puisse donc prolonger les dates, etc. Donc ça également, les présidents sortants tiennent compte de cet aspect de la chose là et refusent catégoriquement qu'on puisse donc avoir des prolongations de dates. Oui, en fait, moi je vois le problème d'une autre manière. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire ne serait jamais prête pour organiser des élections. Ça, il faut quand même être sûr. Un pays n'a jamais été prêt. Non, aucun pays. C'est ce que je dis. Aucun pays, surtout les pays africains. Est-ce qu'on est des pays organisés ou non? Si on est des pays organisés, on sait qu'on a voté en 2015. On connaît la date. Et on connaît la date de la prochaine élection. Donc, le mécanisme est là, tout est lancé, on sait ce qu'on doit faire, quand on doit le faire. Et on le fait. C'est justement pour ça. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est pourquoi je dis qu'on donnerait encore 1 an ou 2 ans à la Côte d'Ivoire d'organiser des élections, ils ne seront jamais prêts. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, la plupart des pays africains. Donc c'est pourquoi justement, quand il s'agit des problèmes d'organisation d'élections, il va falloir peut-être que chacun pense à l'intérêt supérieur de la nation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Puisque chaque parti politique vient avec des intérêts. Aujourd'hui, même au niveau du PDCI, ce qui est en train de se passer, normalement, la déclaration de Billon ne devait pas être en aparté. Il devait être une déclaration concertée. Maintenant, il rencontre la presse et il fait une déclaration. Et maintenant, celui qui est le secrétaire général exécutif, d'ailleurs, vient dire non. Il vient contredire. Ça veut dire qu'au sein même du clan, il y a déjà des distanciations. Donc, c'est pourquoi je dis, ce bordel... Surtout qu'on n'oublie pas, Billon, c'est le responsable de la communication. Ça veut dire qu'il est le mieux écouté. Ça veut dire que c'est qui
ce qu'il s'agit, ce qui va être question de communication. Mais lui aussi, de il message. devrait quand même concerter d'abord ses patrons avant de parler. Cette sortie, qu'est-ce qui a précipité cette déclaration? Aujourd'hui, vous savez que même si ils ne savent pas faire, après, ils risquent d'être démus de cette fonction de secrétaire à la communication. Et donc, ça va créer beaucoup de situations. C'est pourquoi je dis, si la volonté y est, déjà qu'on est allé aux élections l'année dernière, on sait que dans 5 ans, il y aura de nouvelles élections. Les organisations d'élections ne vont pas poser de problème. Non, mais le monde doit se calculer, mais c'est ce qui est comme normal. Les militaires disent que le terrain dicte l'action. Oui. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation spéciale. Monsieur Soro Guillaume est venu avec son avion, il est reparti. Monsieur Gbagbo Laurent et son ami Legoudé peuvent revenir. Et le FPI veut revenir. Le FPI avait déjà demandé qu'il y ait un dialogue. Donc, si tu tiens compte de tous ces contextes-là, il faut nécessairement revoir. On ne peut pas dire que, la Constitution dit que nous devons voter pour telle date, donc les yeux fermés, même si on n'est pas prêt, on fonce. Puisqu'il y a des institutions, justement, les juges constitutionnels sont là, qui peuvent être consultés, dire, compte tenu de ceci, ils peuvent avoir un report de 2 mois. Le nécessaire, c'est que si la Côte d'Ivoire fait au moins un dialogue avant ces élections, on est sûr de ne pas avoir de crise. Mais s'il n'y a pas de dialogue et les choses restent en l'état actuel, c'est comme tous les acteurs politiques se préparent pour encore amener le pays dans un conflit. Soit la gouvernance serait une gouvernance dictatoriale, etc. Parce que vous êtes pieds et mains liés, vous n'avez pas d'ouverture à pouvoir. Puisque Gbagbo l'a déjà dit qu'il faudrait forcément, lui, de toutes les façons, ses ambitions de se représenter, il ne le dit pas parce qu'il ne veut pas se représenter, mais il dit les facteurs sont là qui n'augurent pas un lendemain meilleur pour ce pays. C'est vrai que les motivations des uns et des autres sont ailleurs. Lui également, on lui a prêté que, qu'il voulait rentrer au pays. Et ce qui est de son plein droit, je pense qu'aujourd'hui, en fait, au niveau de chaque parti politique aujourd'hui, je crois que chacun est en train de penser après l'élection de, je crois, le 31 octobre. Alors, est-ce que cette agitation au niveau des partis politiques, c'est une agitation du peuple ivoirien? C'est la grande question. Mais les partis politiques sont censés être quand même les porte-voix de la population. Mais il y a le peuple, il y a les partis politiques. Ça nous confond. Non, pas forcément. Parce que le peuple se retrouve dans les partis politiques. Mais des partis politiques de gauche comme de droite. C'est-à-dire que l'opposition est là, il y a quand même une grande foule, il y a un grand nombre de citoyens. De même que le parti au pouvoir aussi a ses partisans. L'environnement ivoirien ne lui connaît pas, parce qu'on peut prendre Togo ou la France, etc. Au vu des élections dernières, on peut quand même partir d'un certain nombre de pesanteurs et analyser le fait que la population, il y a un désintéressement, etc. Mais les Ivoiriens sont très tenaces au niveau de la politique. Vous prenez la majorité de la population ivoirienne se retrouve carrément dans des schémas politiques. Et lorsque vous prenez les poids politiques des Ivoiriens qui font pratiquement, je pense que ça doit faire 5 clichés. Attention, la population s'y retrouve aujourd'hui. Et ce serait un danger si les citoyens ne se retrouvaient pas dans les partis politiques. Parce que s'ils ne se retrouvent pas dans les partis politiques, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui décident carrément à la place. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de désenchantement. C'est dangereux. Il n'y a pas de désenchantement. Vous voyez même la participation. Parce que quand vous regardez au niveau des partis politiques de l'opposition, je peux bien parler puisque aujourd'hui le PDCI est considéré comme un parti de l'opposition. Il est un parti de l'opposition. Oui, il est un parti de l'opposition. Parce qu'il était pendant longtemps dans une coalition avec Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit considéré comme parti de l'opposition. Aujourd'hui, c'est au sein de ce parti que viennent maintenant les revendications. Alors, est-ce qu'on revendique au niveau du parti au pouvoir ou bien au sein de l'opposition? C'est la question que je suis en train de me poser. Au sein de l'opposition se fait la guerre de leadership, mais face au camp adverse, on a effectivement des réclamations. La plus grande des réclamations, c'est aujourd'hui le dialogue. L'éternelle guerre du non-respect des engagements. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose que la RDC. Mais quand on pose la question du dialogue,
savez, les dialogues, ça ne se fait pas sur une semaine, 2 semaines, ça prend des semaines, pour ne pas dire des mois. Et les dialogues souvent se résument en des dialogues de sourds, des dialogues sourds-muets. On a tous les qualificatifs. On n'est même pas sûr qu'on fait un dialogue pour aplanir toutes les questions. Non. Si on doit faire tout ça, on peut donner 10 ans à la Côte d'Ivoire, on n'en aura pas fini, on n'ira pas aux élections. Mais il vaut mieux faire quand même un dialogue de sourds que de ne pas faire du tout de dialogue. Ça sert à quoi un dialogue de sourds? Ah oui, mais parce que si vous faites au moins un dialogue de sourds, vous pouvez vous entendre sur un minimum. Mais sans dialogue du tout, là, vous préparez vous-même le conflit. L'absence de la discussion donne plus de chances au conflit, aux crises. Donc, pour éviter les crises dans nos pays, il vaut mieux même qu'il y ait un cadre permanent de dialogue, de concertation entre les acteurs politiques. Pourquoi les pays africains ne peuvent pas instituer, par exemple, une semaine de dialogue obligatoire au cours d'une année, par exemple, où les acteurs politiques sont invités à poser leurs problèmes? On éviterait d'envoyer même des gens dans la rue, puisque tout ce que vous avez à réclamer, vous pouvez le faire aussi. Si c'est pour institutionnaliser cela, à quoi sert donc nos assemblées nationales? Bon, l'Assemblée n'est pas toujours le reflet des divergences. Est-ce que se dit la plupart du temps que c'est le schéma de la classe politique qui se retrouve à l'Assemblée nationale? C'est une question de manque de volonté. Oui, mais suivant nos tests, on n'oblige pas ceux qui sont au pouvoir à tout faire pour que, au niveau de l'Assemblée nationale, il y ait une représentation de presque toutes les couches. Mais c'est le nom social. Donc c'est ceux qui arrivent à gagner les élections qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Dans le cas où la société civile, souvent, les gens ne trouvent pas opportun de pouvoir donc postuler. Oui, mais justement, et c'est dû à quoi? C'est eux qui guident des fois, parce que nous avons le camp du Mali en est un peu tangible. C'est eux qui guident d'ailleurs même l'action. Mais là aussi, c'est un autre grand débat. Est-ce que c'est le rôle de la société civile de prendre carrément la place des politiciens? C'est un grand débat aussi. C'est manque de volonté. S'il y a la volonté, je crois que les acteurs, en une semaine, vont trouver une solution à la crise. On va partir maintenant pour la grande pause et on revient après le journal.